Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, déjà merci d'être venu aujourd'hui pour cette conf que j'ai intitulée Migrate Framework de la réflexion à l'action. Aujourd'hui, on va surtout parler de toutes les étapes amont jusqu'au premier projet que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez vouloir effectuer votre migration de framework. Rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Xavier Leun, ça fait 1 an et demi que je suis responsable framework PHP chez CCM Benchmark Group et je suis en charge justement d'opérer la migration de framework vers un outil du marché. Pour faire un petit sondage rapidement, aujourd'hui, qui dans la salle utilise un framework qui n'est pas open source, qui peut être closed source, qui a été acheté par quelqu'un d'autre? Okay. Il y a quelques mains qui se lèvent quand même. Je vais vous présenter un peu la démarche et la politique de migration qu'on a mis en œuvre déjà pour pouvoir choisir le nouvel outil. Je vais vous présenter rapidement le groupe. Donc, CCM Benchmark, c'est un éditeur, d'accord. Notre métier, c'est de faire des sites médias. On est notre propre client et je vous ai indiqué ici quelques-unes de nos marques les plus fortes et que vous connaissez probablement. Notre métier, c'est tout simplement d'avoir des sites qu'on monétise via le trafic. Donc le trafic, pour nous, c'est un élément très important et donc les performances qui y sont associées. On est présent en 9 langues, d'accord, et on a un trafic qui est relativement important puisqu'en France, on est aux alentours des 21 millions de visiteurs uniques. Et l'audience totale dans le monde, c'est 61 millions de visiteurs uniques. Sur l'ensemble de la plateforme dédupliquée, ça fait un petit peu de trafic. Donc, ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'on a la majorité de notre trafic qui est fait à l'étranger. Et l'étranger, ça peut vraiment être voilà, l'Amérique latine, le nord de l'Afrique, c'est pas juste des pays limitrophes. Chaque mois, on génère environ 700 millions de pages vues. Ça fait un petit peu de pages, donc il y a pas mal de problématiques qui tournent autour de ça. Aujourd'hui, on est engagé dans une migration de framework, et juste pour vous permettre de bien comprendre quelles sont nos problématiques et quelles sont nos contraintes, je vais vous représenter rapidement l'histoire du groupe, mais plus par le biais technique. En 1996, il y a Benchmark Group qui a été lancé. Benchmark Group, historiquement, c'est ceux qui géraient plutôt les sites comme Copain d'Avant, l'Internaute, Journal du Net, ce genre de sites. Eux, ils étaient basés sur une librairie de code interne. Je parle bien de librairie, je ne parle pas de framework. C'était un ensemble de choses qui réutilisaient, mais surtout qui forquaient à chaque besoin. On avait déjà à cette époque environ 250 applications qui étaient en production. Ils avaient une dette technique qui était extrêmement importante, d'accord, et leur présence était uniquement francophone. Zéro expérience internationale, zéro expérience dans le multilingue. Finalement, les applications, elles arrivaient à se maintenir en vie et à résister à tout ça uniquement grâce à Varnish. En 1999, il y a la société Quidea qui a été créée. Quidea, c'est la société qui est derrière le site Comment ça marche et toutes ses déclinaisons. Droit, finance, santé, médecine, en France ou à l'étranger. Eux, ils étaient déjà un peu plus structurés, alors pas dès 99, mais ça s'est fait progressivement. Et surtout, ils avaient, eux, une vraie expérience du multilingue, de l'international, avec notamment l'utilisation d'Akamai comme CDN. Voilà. Aujourd'hui, Comment ça marche et toutes les déclinaisons de Comment ça marche sont full CDN. En 2010, Comment ça marche, qui représentait à peu près 15 personnes, a racheté Benchmark Group, qui représentait à peu près 150. D'accord? Donc ça veut dire que, en rachetant Benchmark, ils ont racheté aussi la dette technique qu'il y avait avec, et du coup, tout le retard à rattraper. Il y a eu une mise à un niveau important du framework interne de Comment ça marche qui a été réalisé pour pouvoir être capable de migrer petit à petit les sites qui venaient de chez Benchmark vers le framework interne. Ça, c'était en 2010. 2014, on a commencé à se rendre compte, ou plutôt, ils ont commencé à se rendre compte que le poids de la dette technique était malgré tout important. D'accord? Un framework interne, c'est compliqué à maintenir. C'était un framework de première génération. Quand il a été conçu en 2009, ce n'étaient pas les mêmes standards qu'aujourd'hui, les pratiques n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, le risque à vouloir s'entêter à tout prix dans ce framework interne, c'est de voir un retard technique s'accumuler, d'accord, et de laisser finalement les autres vraiment avancer sur nous et de nous laisser le train partir. Un autre défaut de notre outil interne, c'était qu'il était trop fermé et qu'on avait vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir intégrer du code tiers. C'est quand même un peu dommage de se dire que finalement, on est toujours obligé de tout redévelopper nous-mêmes et du coup de devoir tout simplement réinventer la roue petit à petit, quoi. Donc, on a commencé à vouloir changer de framework
Et je vais vous présenter donc les différentes étapes, et du coup, j'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre les contraintes qu'on s'est fixées dans le cadre de notre migration de framework. Donc ça fait déjà 15 mois maintenant qu'on a entamé la migration. Et la première chose à faire, c'est la période d'analyse. La période d'analyse du marché notamment. Alors, nous on était très ouverts, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a un outil interne qui a du retard. Est-ce qu'on essaye de l'améliorer par petites touches? Est-ce qu'on essaye de se dire qu'on fait un reboot, on part sur une V2? Est-ce qu'on part sur un outil open source? Voilà, on a choisi vraiment d'étudier toutes les possibilités pour rester le plus ouvert possible. La première chose à faire, ça a été d'avoir ce que j'appelle une démarche naïve. D'accord? Une démarche naïve, c'est vraiment ça, c'est rester ouvert et sans a priori sur un maximum de choses. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'encadrer sa démarche. De se mettre vraiment des étapes et de structurer la manière dont on va faire l'analyse pour être certain d'avoir une analyse un peu objective. Parce que le problème, c'est que quand on commence à parler de framework, souvent, en fait, on parle d'affect. Il y a celui qu'on aime bien, celui qu'on aime moins. On ne regarde pas vraiment objectivement parce qu'on en connaît ce qu'on en a lu. Souvent, on l'a peu pratiqué, quand on a un regard un peu extérieur. Pour pouvoir avoir une démarche un peu cadrée, Atos Origin a proposé il y a déjà longtemps maintenant une méthode qui s'appelle QSOS, donc c'est Qualification and Selection of Open Software, pardon pour l'anglais. Ça permet de vraiment structurer la manière dont on va pouvoir choisir un outil open source. Cette méthode, il y a plusieurs méthodes qui existent pour choisir un outil open source. C'est la méthode qui m'a paru la plus simple alors à mettre en œuvre. Et notamment, le principe de cette démarche, c'est qu'elle est décomposée en deux parties. Il y a deux grilles de notation, d'accord? Une première grille de notation sur la maturité. La maturité d'un projet open source, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'autre partie sur la technique. QSOS, ça propose des outils un peu compliqués, à base de... Voilà, un peu compliqués pour pouvoir vraiment réussir à faire sa notation. Moi, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus simple. En gros, j'ai repris les critères, je nous ai mis ça dans un bon vieux Excel, quelques formules, ça fait tout aussi bien la blague. La maturité du projet, donc c'est un truc qui est important dans cette méthode, c'est qu'en fait, les critères qui sont là pour analyser la maturité d'un projet sont les mêmes, quel que soit le projet que vous allez étudier. Que vous choisissiez un outil de CRM, que vous choisissiez un framework PHP, que vous choisissiez, je sais pas, un SMTP, ou peu importe. Ce qui est important, c'est que ces critères-là sont toujours les mêmes. Ils sont là pour permettre d'évaluer le patrimoine du projet, son âge, la manière dont il est géré également, la place de la communauté, la qualité un petit peu Pardon, je fais un petit peu vite. Les méthodes qualité qui sont autour, les services proposés, etc. etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est d'étudier la maturité du projet en détail. La deuxième partie, c'est les notes techniques. Et pour les notations techniques, par contre, c'est à la personne qui va avoir la décision à faire de rédiger ses propres critères. Chez nous, on avait à peu près 28 critères de choix techniques qui ont été définis. Donc selon nos propres contraintes, selon les bases de données supportées, capacité de configuration, de cache, de templating, d'email, enfin un peu tous les trucs classiques, mais on a pu vraiment mettre en œuvre nos propres critères et choisir l'outil qui nous correspondait. Parce que ce qui est très important à retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas essayer de vous dire un framework est meilleur qu'un autre, je vais surtout essayer de vous dire comment vous pouvez choisir le framework qui va correspondre à votre usage à vous. Et c'est pour ça que j'ai assez peu mentionné finalement l'outil que nous on a choisi. L'étude, on l'a faite en 3 phases. Pour essayer de gagner un petit peu de temps, la démarche qu'on a faite, c'est de se dire d'abord on va étudier la maturité un peu de tous les outils qu'on rencontre, tous les frameworks PHP, donc là, Google, framework PHP, Wikipédia, une liste, on ressort les outils connus, les outils pas connus, les outils qu'on croyait déjà morts ou les outils dont on n'a jamais entendu parler. Ensuite, on a décidé de faire un premier filtre grâce à la maturité des différents projets et enfin de lancer l'étude technique, là avec la partie notation technique qui demande plus d'investissement. Et enfin, de benchmarker pour les performances des différents outils qu'on aura retenus à l'issue de l'étape 2. L'analyse de la maturité, nous, on a choisi d'analyser 12 projets PHP. D'accord, on parle uniquement de PHP chez nous, donc 12 projets de framework PHP. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à la fin de cette première étape, on n'a pas lu une seule ligne de code du projet. On ne sait pas si l'outil est bon techniquement.
On ne sait pas si l'outil vaut quelque chose techniquement. On sait juste que c'est un outil qui existe depuis longtemps, qui semble être bien géré, qui semble avoir une certaine pérennité. On s'en fiche à cette étape de savoir s'il est bon techniquement. Ça permet déjà de faire un premier filtre et d'écrémer. Et ça permet aussi d'éviter les frustrations en disant « Ah ouais, ce outil-là qui est sorti il y a 2 mois, il a l'air vachement bien, vas-y, on y va. » Bon, bah, 6 mois après, il n'est plus maintenu et du coup, la société qui voulait migrer de framework interne vers un framework open source se retrouve finalement à réinternaliser la maintenance du framework open source qu'elle avait choisi. Bon, bah, c'est un peu dommage, quoi. Et quand je parle de maturité, il y a un élément pour moi qui est important, c'est qu'il faut faire attention à la taille de la communauté. La taille de la communauté, c'est pas ça qui fait la stabilité d'un projet. D'accord ? C'est pas parce qu'un projet a une grosse communauté qui va durer dans le temps et qui va être pérenne. C'est un peu une fausse idée de croire ça, parce que finalement, en fait, quand un projet open source qui a une grosse communauté va être mal géré pendant une crise ou va faire des choix qui ne vont pas être compris et assimilés par la communauté elle va se déporter. Dans un autre genre, on peut parler de CodeIgniter. CodeIgniter, c'est un framework, il existe depuis 2006, donc il existe depuis la nuit des temps, quoi. Il a toujours été là, et il était maintenu avant par la société Elislab. C'était un framework interne qu'ils ont essayé d'ouvrir. En juillet 2013, Elislab a annoncé qu'ils allaient cesser de maintenir CodeIgniter et qu'ils cherchaient un repreneur pour la maintenance. Ça a duré un petit peu de temps, ça a duré un peu plus de temps, et au final, il s'est passé 18 mois avant qu'on connaisse le nom du repreneur. Bah, c'est pas très compliqué. Donc décembre 2014, Elislab annonce enfin avoir trouvé un repreneur. C'est une université de la Colombie-Britannique au Canada qui a repris ça. Mais si on regarde finalement ce qui s'est passé pour CodeIgniter, ça c'est l'évolution Google Trends sur la recherche CodeIgniter. Bah, si on remarque que depuis sa création en 2006 jusqu'en 2013, il n'a pas cessé de monter, finalement, il a commencé à descendre à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, il continue de descendre. Je pense que très clairement, c'est quelque chose qui a fait partir les gens, notamment vers d'autres frameworks qui à ce moment-là étaient un peu plus cool, voilà, qui venaient de sortir, etc. Vers Koana aussi, c'est un outil qui à la base était basé sur CodeIgniter, qui s'en est un peu éloigné, mais les gens se sont dit, bah, à la base c'était du CodeIgniter, donc l'esprit doit être à peu près le même. Allons-y, on va aller voir ce que ça tente. Faites attention à ça, c'est pas parce qu'un outil a une grosse communauté que cet outil-là, il va durer dans le temps. Donc tout à l'heure, je parlais de notes de maturité. Donc il y a pas mal de critères, je crois qu'il y a à peu près 17 critères pour évaluer la maturité d'un projet. Moi, j'ai choisi de regarder les choses de manière assez grosse masse. Ça, c'est un exemple de note compilée, d'accord ? Et ça nous permet de savoir que finalement, en note sur 10, cet outil-là, il a 5,88. Bon, il aurait pu avoir 6,2, 4,3, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir un classement. Savoir quels sont les outils qui sont aujourd'hui les plus matures et quels sont les outils qui peuvent intéresser une société qui a besoin de se projeter loin dans le temps. Et pas de se dire, bah, j'ai un framework à 4 ans, j'en choisis un, dans 2 ans, je vais devoir en choisir un autre, dans 4 ans, je vais devoir en choisir un autre, et à chaque fois, je dois engager des efforts de migration. Une fois qu'on a passé cette partie analyse de la maturité, ce qui est important, c'est la note technique. La note technique, alors là, il faut y aller à fond. Il faut aller lire le code. Parce qu'au début, on va regarder la doc, le framework qui va annoncer, oui, on gère très bien le cache HTTP. Allez voir le code. Si la doc n'est pas suffisamment précise, elle vous dit pas précisément comment vous pouvez faire les choses, il faut absolument avoir des réponses les plus précises possibles. Tout simplement parce que si vous avez un doute sur les capacités d'un outil, vous serez incapable de le vendre après à votre équipe. Voilà, c'est aussi bête que ça. De la même manière qu'on avait une grille de maturité, là, nous on n'avait pas de critères. Là, on se rend compte qu'un outil qui était assez populaire, je ne vais pas forcément remettre le nom, sur 10, bah, il n'a même pas la moyenne. Ça ne veut pas dire que l'outil n'est pas bon, ça veut dire qu'il ne correspond pas à notre besoin. Je rappelle que ces critères-là, ils sont définis pour nous. Vous remarquerez par exemple que dans les contraintes, le dernier chapitre en bas, c'est les tests unitaires. Je ne vais pas vous dire que moi je veux un framework qui soit testé unitairement à 100%. Mais par contre, un outil qui n'a pas du tout de test unitaire ou qu'on a 10% de son code qui est couvert, c'est quand même un mauvais indicateur parce que je pense qu'on est assez peu confiant quand on va faire des mises à jour. Donc faites vraiment attention à ce point-là.
je ne vous conseillerais pas de passer sur un outil qui n'a pas un niveau de test unitaire qui est relativement important. Même si, évidemment, la couverture par les tests, ce n'est pas ça qui va nous indiquer la qualité des tests qui sont faits. Mais au moins, c'est un premier indicateur. S'il n'y en a pas, ils ne peuvent pas être de bonne qualité. Et enfin, nous, à la fin de cette étape, on a lancé donc un benchmark de performance. On avait 2 outils qui étaient en finale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé tout simplement de le comparer à notre outil existant. Comme ça nous permet d'avoir un point de repère et de savoir où on en est. Puisqu'on parle de benchmark des performances, est-ce qu'on peut parler un peu du benchmark sur le Hello World? Voilà. Prendre un framework et le benchmarker sur la base d'un Hello World, voilà, c'est essayer de comparer des camions à leur capacité à se garer en ville. Ça n'a aucun rapport. Moi, je m'en fiche de savoir que mon framework, pour afficher un Hello World, va mettre 3 millisecondes, 5 millisecondes, 15 millisecondes. Peu importe, c'est pas ça qu'on lui demande. Quand vous décidez de benchmarker un outil, essayez de prendre un cas métier à vous. D'accord? Vous le réalisez avec votre outil existant et vous le réalisez avec les autres produits que vous voulez comparer. Et ce qui est important, ce ne sera pas la valeur absolue. Et ce ne sera pas non plus intéressant de le comparer à un script qu'on aurait réalisé en plain PHP qui a 0 classe, où on fait tout en procédural et qui va être 20 fois plus rapide que le reste. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est à nouveau d'avoir un classement, savoir comment l'outil que vous êtes en train de choisir se positionne par rapport aux autres. Donc c'est hyper important de comparer avec votre outil actuel. Toujours, toujours, toujours. De la même manière, faire attention quand on fait un benchmark. Quand on a envie de mesurer des performances, ça peut être une bonne idée que cette POC ne soit pas vous qui la réalisiez. À cette étape-là, on n'est pas un expert du framework. D'accord, on a commencé à le regarder, on connaît l'historique du projet, mais ce n'est pas ça qui va nous aider. On connaît globalement ce que l'outil sait faire, mais on a lu un peu de code. Pourquoi pas, on a écrit 2-3 tests, il y a des trucs qui n'étaient pas clairs. Mais on n'est pas rentré à fond dedans. On ne va pas être capable de faire un benchmark qui sera hyper performant et de pousser l'outil à son maximum. Faites-vous accompagner, vous trouvez un expert, pourquoi pas des gens de l'éditeur directement, et vous leur demandez de réaliser cette POC pour vous. Surtout que si jamais vous avez un petit préavis négatif, un petit pressentiment négatif sur cet outil-là, vous allez peut-être vous donner un petit peu moins pour réaliser un benchmark qui soit vraiment performant. Donc c'est assez important que, voilà, essayez d'avoir un benchmark qui soit le plus objectif possible. Dernier point, quand on parle de performance, c'est important de définir ses propres critères de performance. Nous, voilà, on est une société, on vit du trafic, on vit de la performance, plus nos pages s'affichent vite, mieux c'est pour nous. Donc on a des critères qui sont déjà définis chez nous. On sait qu'une page, côté serveur, elle ne doit pas consommer plus de 8 mégas de mémoire PHP. On sait qu'elle ne doit pas mettre plus de 100 millisecondes pour se générer. On doit tout faire pour tenir ces critères-là, et essayez quand même de vous poser la question, est-ce que l'outil que je suis en train de choisir, il est capable de répondre à ce critère-là, à mes critères de performance dans mon contexte à moi? Par exemple, on a une société qu'on a rachetée il y a 1 an et demi, eux, leur métier, c'est du real-time bidding. Eux, ils doivent être capables de répondre en moins de 30 millisecondes à une requête. Bon, bah déjà, ils ne font pas du PHP, alors après, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais choix, mais en tout cas, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, ça c'est vraiment un point qui est très très important. Une fois qu'on a fait ça, on a presque tous les éléments pour pouvoir choisir. On va être capable d'avoir un peu son vainqueur, le poulain de tête. Par contre, il ne faut pas considérer le choix comme étant définitif à cette étape-là. C'est le bon moment si jamais vous avez un peu de... Si vous avez du mal à départager les différents outils, voilà, n'hésitez pas à augmenter votre benchmark. Si jamais vous avez des différences qui ne sont pas significatives, je ne sais pas, il y a 1 milliseconde, 2 millisecondes d'écart entre 2 frameworks que vous avez choisis, augmentez la taille de la POC petit à petit, enrichissez-la jusqu'à faire apparaître des différences. C'est très important. Une fois que vous avez vraiment des chiffres qui vous permettent, que vous pouvez faire parler, vous allez pouvoir commencer à faire un choix. Il ne sera pas encore définitif, parce qu'il y a une autre étape qui va être hyper importante. C'est le capacity planning. Le capacity planning, qui en fait aujourd'hui de temps en temps dans sa société? Personne? Ok. Capacity planning, donc j'évite de vautrer ma prod, c'est à peu près l'idée.
L'idée, c'est de se dire, bon, ok, très bien, j'ai un nouvel outil, je sais qu'il fait 1,2 fois, 1,3 fois, 2 fois, 3 fois moins bien que l'outil actuel, ou 2 fois mieux, 3 fois mieux, mais ça va moins nous intéresser. C'est de se dire, est-ce que mes serveurs sont en mesure d'accueillir ce nouvel outil? Demain, quand j'aurai migré 100% de ma base de code, est-ce que si mes pages mettent 2 fois plus de temps à s'afficher, est-ce que tout bêtement, j'aurai suffisamment de ton CPU disponible? Est-ce que j'aurai suffisamment de mémoire disponible parce qu'il commence à consommer un petit peu plus que l'ancien outil? Donc ça, c'est hyper important, il faut le rapporter à votre outil actuel. Vous allez pouvoir définir un ratio. Est-ce que vous consommez plus ou moins? Il faut chiffrer ce ratio. On essaie d'extrapoler un petit peu, voilà. Et l'autre chose importante, c'est de mesurer sa prod. Savoir où j'en suis au niveau de mon CPU. Est-ce que j'en consomme 30%? Est-ce que j'en consomme 60%? Pardon. Et pareil au niveau de la mémoire. Où est-ce qu'on en est au niveau de la mémoire, consommée par les PHP FPM ou par Apache? Peu importe, mais d'avoir des points de mesure. Nous, ça ressemble à peu près à ça. Donc, voilà, j'ai enlevé une partie des informations. Ce n'est pas les valeurs absolues qui sont intéressantes. On a différents clusters de frontaux qui vont contenir un nombre de machines différents. Et on a fait des projections, un ratio favorable. Voilà, la migration ne nous coûte pas trop cher et on n'a que 1,3 fois plus de CPU consommé. Ou un ratio un peu défavorable. Ah bah, on sait que là, bon, c'est un peu du pifomètre, on essaye d'aller un peu plus loin, de se dire que bah là, on va être 2 fois plus long qu'avant. Où j'en suis? Est-ce que je suis capable, avec mes CPU actuels, de répondre à cette demande-là? Et surtout, pensez juste à vous rappeler d'une chose importante. Le CPU, si vous le mettez à 100%, il y a des chances que ça passe pas trop. Il faut toujours garder de la marge. Voilà, faut essayer d'être à peu près en dessous de 60%. 60%, ça commence à être un peu élevé. 80%, il ne faut juste pas y aller. Il faut voir combien de machines il faut acheter. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que c'est le moment d'en remplacer certaines, éventuellement, qui seraient un peu vieilles par des machines plus puissantes avec plus de cœur? Ça vous permet d'ajuster vos capacités en prod. C'est hyper important. Et c'est seulement à la fin de cette étape de capacity planning où vous pouvez valider définitivement votre choix. Parce que vous savez en faire à cette étape si vous serez capable d'aller déployer votre outil en prod ou pas. L'infra de prod. Souvent, quand on va se dire bon, bah, je vais faire une migration, j'en profitais pour toucher un peu à mon infra de prod. Migration de framework, ce n'est pas le bon moment pour tout changer. Il ne faut pas tout changer d'un coup. Il ne faut pas se dire bon, bah voilà, j'étais avec mes serveurs dédiés, je pense que mon nouveau framework, je vais le faire tourner en Docker avec du NoSQL et faire tout en asynchrone et je ne sais pas quoi. Si ce n'est pas des choses que vous avez l'habitude de faire, step by step. On avance petit à petit, tranquillement. Par contre, il faut penser sur son infra de prod à vérifier qu'on est capable toujours d'accueillir ce nouveau framework. Il va avoir une version de PHP qui va demander, éventuellement certaines extensions. Est-ce qu'on a besoin d'adapter son script de déploiement? Est-ce qu'on n'aurait pas des droits d'écriture qui demanderaient sur certains répertoires? Est-ce que les sysadmins veulent bien qu'on donne les droits d'écriture au framework sur ce bon répertoire? Non. Comment on fait? Est-ce qu'on peut trouver un contournement? Voilà. Il y a plein de choses à se poser, plein de questions à se poser avant. Et là, je vous rappelle qu'à cette étape-là du projet, on n'a toujours pas écrit une seule ligne de code avec le nouvel outil. Une fois qu'on a validé toutes ces étapes-là, enfin, on peut commencer à se projeter. Ça y est, on sait où on est. Je vous disais, il ne faut pas tout changer quand on migre de framework, mais il y a quand même un moment où c'est bon de se remettre en question sur l'architecture applicative. Nous, c'est encore plus vrai. Voilà, les sociétés, aujourd'hui, on a certains sites qui tournent en prod, ils ont 10 ans. Ils ont évolué petit à petit, voilà, ils allaient sur des vieilles versions de PHP, puis ils étaient en 5.1, puis ils sont remontés en 5.2, puis en 5.3, puis on a fait un saut, on est passé directement à la 5.5. Bon, bah, ce sont des choses qui évoluent petit à petit, il y a des remises en question, des petites touches, mais c'est le bon moment quand même pour se dire, voilà, est-ce que ce truc-là, il était bien conçu, ou est-ce que c'est pas le bon moment pour essayer de se dire que quand je vais vouloir le migrer vers un nouvel outil, je vais remettre un petit peu les choses à plat. On a tous des squelettes dans le placard. D'accord? Plus la société est vieille, plus elle en a, et moins elle a envie de les regarder. Donc il ne faut pas hésiter à ce moment-là à reprendre un peu les choses et les regarder en face. La migration progressive. Là, on va enfin pouvoir commencer à attaquer. La migration progressive, c'est exactement l'opposé d'une migration Big Bang. Le dernier qui a fait une migration Big Bang,
Il a mis 15 milliards d'années à peu près restabiliser son gros projet qui était la Terre. D'accord? Et a priori, c'est pas fini. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait? Si vous vous dites, bah, je vais migrer de framework, d'accord, je vais réimaginer une nouvelle architecture pour mon application, bon, bah, on va faire tout ça dans un coin, on va s'y mettre pendant 6 mois, on va mettre 8 personnes là-dessus, et puis une nuit entre 2 h et 3 h du matin, on va faire off d'un côté et on de l'autre. Ça marche jamais. Mais vraiment, enfin, chaque fois tout le monde se dit non, mais là on a pris les bonnes décisions, la manière dont on le fait, ça va bien se passer. Quand vous avez une grosse application à migrer, je ne parle pas d'un petit blog, une grosse application à migrer, ça marche juste jamais de faire comme ça. La migration progressive, c'est ce qui va vous permettre vraiment de conserver votre business value. Et conserver notamment la création de nouvelles valeurs. C'est être capable de se dire, dans mon application actuelle, je vais être capable d'apporter le nouveau framework, et c'est de manière opportuniste, là où je vais vouloir créer de la valeur, que je vais petit à petit faire mes migrations. On me demande de faire une refonte fonctionnelle d'une section. Bon, bah cette section-là, je vais la réaliser avec mon nouvel outil. Alors attention, quand on parle de migration progressive, quand je parle de section, on ne peut pas se dire je vais migrer page par page. Si on réfléchit bien, quand je me dis je vais migrer page par page, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis capable de migrer mon footer, je suis capable de migrer mon header, j'ai ma sidebar avec mes contenus qui arrivent en web service de je ne sais pas où, puis ah bah j'ai mon utilisateur qui est connecté, donc il faut que je sois capable de me connecter à ma base d'utilisateurs, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Si vous cherchez à migrer page par page, en fait c'est exactement la même chose que vouloir faire une migration on-off, parce que le minimum que vous allez devoir migrer va être tellement important qu'en fait, ça va être exactement la même chose qu'une migration Big Bang. La migration progressive, donc, ce qu'on essaie d'éviter, c'est ça, c'est l'effaceur. Il effacera votre passé pour protéger votre avenir. On essaie d'éviter ça et on va plutôt sur un autre type d'effaceur. On va ajuster petit à petit le passé pour s'assurer d'avoir un avenir. Quand je vous parle de migration progressive, alors, la capture n'est pas forcément hyper parlante, pardon. Mais ça, c'est une page de comment ça marche. C'est une époque qu'on a réalisée au moment où on cherchait un petit peu la manière dont on allait réaliser les migrations progressives. Ce qui est intéressant de voir sur cette capture, c'est pas le contenu, peu importe. Ce que vous avez en vert tout en haut et ce que vous avez en vert à droite sont des choses qui sont des debug bars. On a la debug bar de l'ancien framework, on a la debug bar du nouveau framework. Ce qui est en tout le pourtour, header, footer, tout ça, c'est l'ancienne application qui le gère. Le contenu en rouge, c'est le nouveau framework. Ah oui, mais quand même, au milieu de ce contenu, j'ai des pubs, je mets bouton Facebook, ça n'a aucun intérêt de les migrer, c'est rien du tout. Pas de problème, c'est mon ancienne application qui va continuer de les servir. D'accord? C'est vraiment ça, c'est être capable de se dire, bah, je vais être capable de migrer mes deux outils en limitant mon socle de compatibilité et surtout en essayant de mettre tout ce qui va représenter de la compatibilité dans un endroit isolé. Tout ce qui va faire la jonction entre les deux applications, il faut essayer de le limiter à un seul endroit, parce que le jour où on aura fini les migrations, on fait sauter ce sac de nœuds-là, qui sera forcément un sac de nœuds, parce qu'on essaie de faire parler des pommes et des poires ensemble, c'est pas simple à faire. Donc voilà un petit peu l'esprit qui est derrière la migration progressive. Une fois qu'on en est là, donc là, je rappelle, on a pris le temps pour choisir notre nouvel outil, on a pris le temps pour définir une nouvelle architecture pour notre application, on a pris le temps de se poser la question de comment on allait migrer. C'est le bon moment pour commencer à former les gens. Faire de la formation en interne, se dire, bah écoute, moi ça fait 6 mois que je regarde le truc, je vais être la bonne personne pour former mes équipes, ça ne marche pas non plus. Il faut se faire accompagner. Alors, il y a plein de boîtes qui proposent des formations sur les frameworks, tout ça. Allez vraiment vers des experts. D'accord? J'ai vu la différence entre une formation proposée par l'éditeur de la solution en 4 jours, une formation proposée par juste une boîte de formation externe en 4 jours aussi, ça passe du simple au triple. La quantité de connaissances qui est transférée aux formés, ça passe du simple au triple. Faites-vous aider des bonnes personnes, c'est hyper important. C'est vraiment ça qui peut faire la réussite ou l'échec de votre projet, c'est la qualité de formation que vous allez donner à vos personnes. Nous, simplement, pour resituer le contexte, l'équipe technique, c'est le plus gros département de la société. On a 40 personnes, un peu plus de la moitié qui représentent des développeurs PHP. C'est important de pouvoir former toutes ces personnes-là.
Aujourd'hui, ça fait 15 mois qu'on a commencé les formations, on a commencé en décembre dernier. Tout le monde n'est pas formé. Tout le monde n'est pas formé, pourquoi? Parce que toutes les équipes n'ont pas dans leur plan de marche de commencer à faire du Symfony tout de suite. Ça ne sert à rien de former quelqu'un si dans les 15 jours après la formation, il n'a pas commencé à utiliser son nouvel framework. D'accord? Formez les gens, mais formez-les au bon moment. Et enfin, on peut attaquer le premier projet. Alors là, c'est la fête. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce premier projet, il faut lui accorder une attention toute particulière. Ce premier projet, il va être regardé attentivement par les autres équipes, par les autres développeurs. Les gens, ils vont aller voir comment ça a été fait. Ils vont copier un petit peu ce qui a été fait dedans. Ils vont vraiment essayer d'appliquer les mêmes recettes en disant bah, si ça marche comme ça, c'est bon. Donc nous, une petite capture, voilà, on a un de nos outils, un de nos projets qui a été migré, pardon. Comme je vous l'ai dit, on a un critère de perf qui est hyper important. On ne pensait pas forcément y arriver au début avec l'outil qu'on a choisi. Bah, la réalité, c'est que cette page, avec 0 cache, donc on est en prod, 0 cache, on a un peu de temps réseau, mais pas tellement, parce que je suis à 2 millisecondes de la prod, 70 millisecondes pour générer la page et la transférer. Pari gagné, on est content, on débouche le champagne, bon, il reste du travail. Surtout que là-dessus, bon, j'ai passé à peu près 10 minutes à vous expliquer comment il ne fallait pas faire de migration progressive, comment il ne fallait pas faire de migration Big Bang. Ce projet-là, en l'occurrence, c'est une migration Big Bang. On n'a pas le choix, c'est un projet qui était fonctionnellement réduit, vieille version de PHP, immaintenable, la librairie historique sur laquelle on ne peut rien faire, pas le choix. J'arrive à la fin de ma présentation, j'en profite pour vous dire qu'on recrute, d'accord? Donc on recrute des développeurs, on est basé sur Paris, on est basé à Rennes. J'en profite pour remercier aussi Jeanne qui nous a validé, donc Jeanne Londiche qui nous a validé un recrutement alors qu'on était sur le forum, sur le tour. Et j'en profite pour passer à vos questions, si vous en avez. Oui. J'ai une petite question par rapport au début sur les tableaux Excel pour quand tu vas regarder un peu ce que fait chaque framework. Ouais. J'ai vu passer un moment des zéros dans les notes. Alors est-ce que c'est parce que ça fait pas du tout ce que tu cherches? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas éliminatoire d'entrée ou alors tu continues quand même avec l'outil s'il a une bonne note à côté? Alors, ouais, j'ai peut-être pas été assez précis sur cette partie-là. Dans les grilles de notation, en fait, on a toujours 3 niveaux de notation, 0, 1 ou 2. Ça colle à moitié ou ça fait absolument pas ce qu'on demande. Donc ça, c'est un premier niveau de filtre. Et le deuxième niveau de filtre, c'est une note minimale sur un point. Effectivement, il y a des choses qu'on peut considérer comme étant critiques, et il y a des choses qu'on peut considérer comme étant cherry on the cake. Donc dans certains cas, ça peut être éliminatoire ou pas. C'est à la personne qui réalise les critères de le décider. Ok, bon, c'était tout ce que je voulais savoir. J'ai une question sur la formation framework, ouais. Qui est là dans la presse, placée après visiblement une cohabitation entre anciens frameworks et nouveaux frameworks, si j'ai bien compris. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un nombre de personnes limité qui va chapeauter la migration de l'ensemble de la société. Ces personnes-là, elles sont réputées avoir eu le temps de bien prendre en main l'outil, suffisamment, et se faire vraiment accompagner aussi par des personnes pour réaliser la nouvelle architecture. Donc en fait, il faut que ces personnes-là soient en avance de phase par rapport aux formations des équipes. C'est elles qui vont pouvoir déterminer le plan de marche et dire aux équipes, bon, voilà, on vous a formé, et voilà maintenant comment vous allez faire pour commencer à mettre du nouveau framework dans vos outils. Donc c'est important d'avoir en fait une avance de phase et de ne pas faire avancer toutes ces équipes au même rythme, tout simplement parce que sinon, on n'arrive pas vraiment à définir une trajectoire d'ensemble et une direction technique, en fait, j'ai envie de dire. D'accord, donc ce qui implique plusieurs niveaux de formation en fait, dans le processus de migration. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Ouais, j'avais une question par rapport à l'analyse au départ. Tu as dit qu'il y avait 15 mois depuis le début de la migration ouais. Au total. Et donc justement par rapport à tous les calculs entre guillemets pour l'analyse, comment ça a été réalisé chez vous? C'est-à-dire c'était un petit groupe de personnes, par rapport aux notes, ça a été donné en commun, en concertation toujours, ou c'est une personne qui a dit bah non, là je mets 1, là je mets 2, et puis chaque personne du groupe a fait la même chose sur un framework différent. Comment ça a été fait cette phase d'analyse-là? Et donc, au bout de combien de temps elle a été achevée aussi?
Donc sur la définition des critères, c'est vraiment moi qui m'en suis chargé. Ça a été validé après avec mon directeur technique. Et pour te répondre un peu sur l'échelle de temps, le début de l'analyse a commencé à peu près en février. On a pu commencer à en discuter et à présenter ce choix-là aux autres développeurs. Voilà un peu une version light de l'étude pour qu'ils puissent un peu avoir aussi des billes pour réfléchir et remporter aussi un petit peu l'adhésion des équipes parce que c'est quand même un élément qui est important. Ça s'est déroulé à peu près au mois de juin. Ensuite, le temps de faire le cap à plan, ce genre de choses, l'outil il a été choisi réellement en août. Le temps de caler les formations, de commencer à réfléchir sur la migration, de se faire accompagner, les formations ont démarré en décembre. Voilà. Donc en fait, il s'est déroulé 11 mois avant même qu'on commence à former les équipes. Et ce qui est important de se dire, c'est que finalement, ces 11 mois, ça peut paraître long comme ça quand on en parle, on aurait pu aller plus vite. Je n'ai pas fait que ça, mais on aurait pu aller plus vite. Mais comme on choisit de faire une migration qui est progressive, cette migration, on sait qu'on ne va pas l'achever dans un an. On a beaucoup d'applications en prod. Cette migration, elle va exister avec nous pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Enfin, personne n'est capable de donner une échelle de temps limitée. Et à la limite, peu importe en fait. C'est pas ça qui est réellement important. C'est uniquement moi, oui, tout à fait. Tout simplement parce que d'abord, j'ai pris le temps de bien comprendre les différentes contraintes de la société. C'est sûr qu'il faut quelqu'un, ça peut pas être un consultant extérieur qui va le faire, parce qu'il ne va pas suffisamment bien connaître les contraintes de la société et pouvoir définir une notation qui soit suffisamment précise et qui colle bien avec les besoins. Deux développeurs n'auraient pas pu aller en même vite pour avoir des équipes de framework s'il y a eu un plus grand poids de cette année. 12, c'est déjà un nombre relativement important. On aurait pu en regarder plus, en réalité j'en ai regardé beaucoup plus que ça. J'ai choisi de formaliser la démarche uniquement sur 12 pour avoir vraiment aussi une logique d'entonnoir. On est passé de 12 à 6 puis 2 sur les différentes étapes. Voilà. Il ne faut pas non plus se disperser et choisir de regarder 250 outils, parce qu'en fait à la fin ça rime à rien, on met 3 ans à faire l'étude et on n'y arrive jamais, quoi. Et pour l'histoire d'ailleurs, le framework que j'ai choisi au final, c'est un framework qui dans ma tête était éliminé au début. Je me suis dit non mais celui-là, contrainte de performance, on n'y arrivera jamais. On a fait des compromis, on a choisi de ne pas utiliser certaines choses qui étaient fournies avec le framework pour que ça puisse coller au niveau des contraintes de perf, mais au final, je me suis laissé surprendre par l'analyse et par l'étude qui a été réalisée. Alors si on avait demandé son avis à mon chef au tout début, c'est sûr que là, il aurait été complètement sur autre chose. Au final, vous avez utilisé quel framework? Symfony. Je l'ai cité à un moment d'ailleurs. Ouais, formation Symfony, tout à fait. Symfony 2, sans doctrine. Sans doctrine, parce que quand on a fait les benchmarks, on s'est rendu compte qu'on allait consommer 4 fois plus de mémoire et 2,5 fois plus de temps CPU. On a regardé le nombre de machines qu'on avait en prod. On s'est dit on n'a pas les moyens de racheter autant de serveurs que ça pour que ça colle. Donc on a dû faire des choix et développer un outil qui réponde aux besoins, qui ne soit pas un concurrent de doctrine, mais qui réponde davantage à nos contraintes. Merci. Dernière question peut-être? Une ou deux même. On a un petit peu de temps, profitons-en. Et donc le développement qui a servi à faire le benchmark a été fait alors par une société extérieure ou par le fournisseur de la solution, enfin, par l'équipe Ouais, tout à fait. En finale, on avait Laravel et Symfony. Laravel, on a trouvé personne pour réaliser la POC, personne de vraiment pertinent. Par contre, la POC Symfony, elle a été réalisée par quelqu'un de chez Sensio Labs. Et c'est cette personne-là qui a réalisé la POC initialement, qui nous a accompagnés tout au long des missions d'architecture, des missions de... Voilà. Donc on a vraiment une personne avec qui on a une grande qualité d'échange. Et c'est vrai que quand je parlais de formation et de qualité de la formation, moi j'ai vu des personnes qui avaient été formées par d'autres sociétés que l'éditeur. Les gens chez nous ont tous été formés par l'éditeur, ceux qui ont été formés jusque-là, et on va continuer comme ça. Et j'ai vu que pour des formations de 4 jours, qui ont été faites sur mesure à chaque fois, les niveaux au final des gens n'étaient juste pas du tout les mêmes. Une dernière question? Ah oui, je pense juste à une petite chose, pendant qu'on y est,
Pensez bien à aller sur le Join-in, d'accord. Je vais uploader les slides. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour savoir ce que vous avez aimé ou moins aimé dans la présentation. C'est important de pouvoir l'améliorer. Ouais, et je vais offrir le livre au monsieur qui était là-bas, qui posait plusieurs questions très intéressantes. Et le livre et le petit machin. Les deux ? Ouais. Merci beaucoup à tous.